Yeah Cric, votre boutique en ligne carretropical.fr remet ça et organise le deuxième festival du jeu et des cultures en Guadeloupe. Venez jouer et découvrir les nouveaux jeux de société afro, créole et caribéens. Inscrivez-vous dès maintenant sur carretropical.fr pour vivre cet événement ce samedi 30 avril à la brasserie L'Écouse. Au programme, les jeux Ticosé, Conficulture, Font l'Esprit Coco et bien d'autres. Un espace dédié pour les 6-12 ans, défilé de mode by Miss Z et DJ Sixaf au platine pour l'animation musicale. Pour en savoir plus, rendez-vous dès maintenant dans la rubrique événements de votre boutique carretropical.fr. Guadeloupe Actualité. Notez que la Commission européenne préconise de vacciner et effectuer plus de doses de rappel pendant la période d'accalmie Covid. Il parle de préparation effectivement pour de nouvelles vagues. Elle invite les États membres à soutenir le développement des nouvelles générations de vaccins et traitements, lutter contre la désinformation sur les vaccins ou encore mettre en place des systèmes de surveillance intégrés qui ne reposent plus sur l'identification de tous les cas, puisqu'effectivement ce ne sont pas des données pertinentes, donc ils vont essayer d'affiner tout ça, mais le mot d'ordre reste vacciner, vacciner et encore vacciner. Et l'UMPG effectivement reprend la barre du comité régional des pêches de Guadeloupe. Le scrutin est sans appel avec 250 patrons et 97 salariés en faveur de leur liste. Pour ce nouveau mandat, Charlie Vincent entend poursuivre son programme de manière à ce que tout le monde de la pêche devienne rentable. Reste à convaincre les autres marins pêcheurs et les autres listes qui n'apprécient pas trop les irrégularités constatées avec des problèmes notamment sur le matériel de vote. Le reportage de Michel Depape. Écrasante victoire de l'UMPG. Alors chez les patrons, on est à 254 contre 82 et 31. Et chez les salariés, on est à 97 contre 30. Donc victoire écrasante. Oui, avec une équipe encore meilleure que ce qu'on avait il y a 5 ans. Donc une très très bonne équipe et on va prouver encore une fois qu'on a ce qu'il faut et on a les compétences pour développer la filière. On remercie tous les pêcheurs qui ont contribué à cette victoire, mais aussi à tous les autres. Il n'y a pas de distinction. Une fois qu'on est là pour diriger, on dirige toute la pêche sans distinction. C'est très important de le rappeler, il n'y a pas de dissociation ni de préférence. C'est pour tout le monde. C'est un travail d'équipe et c'est pour toute la filière, pour que tout le monde puisse travailler correctement. C'est un métier de passion en même temps et c'est un métier qui a le devoir d'exister et en Guadeloupe pour nourrir cette population et c'est un métier qu'on doit soutenir au quotidien et créer de nouvelles vocations pour l'avenir. Les résultats du compte, on a reçu 82 voix en patron et 30 voix en salarié. Donc la messe est dite, hein. On n'a pas de, moi je n'ai pas de. La seule chose que je déplore, je dis tout le temps, et je leur ai dit aux affaires maritimes, les courriers qui ne sont pas arrivés à temps, il y a des marins pêcheurs qui n'ont jusqu'à présent pas reçu de courriers. Les enveloppes qui n'avaient pas mon bulletin dedans, c'était déjà joué déjà. Hein, des enveloppes qui se trouvent à la Désirade, Petit Boom, le Pote Noir, des gens qui m'apportent, j'ai les enveloppes d'ailleurs, qui n'avaient pas, et donc j'étais obligé de faire avec. Et puis voilà, c'est la situation donnée. De toute façon, on va repartir encore de plus belle avec cette situation-là, et puis bon, on verra. Mais M. Landila, il va travailler avec tout le monde, il n'y a pas de souci, rien n'a changé, et on va continuer à travailler pour le marin pêcheur. Et ce matin, un avion s'est crashé sur la piste de l'aéroport Paul Caraïbe. À cause d'une fuite hydraulique, le train d'atterrissage a cessé de fonctionner et les pilotes ont dû procéder à un atterrissage forcé. Plusieurs personnes ont été blessées et le protocole d'urgence a été déclenché. Voilà le scénario de l'exercice grandeur nature des autorités pour se préparer à un accident aéronautique d'envergure. Le reste en images. En fait, en revenant de Saint-Domingue, notre avion a eu un problème, une grosse fuite hydraulique en fait, qui a généré des difficultés au niveau du train d'atterrissage. Parce qu'au moment de la sortie du train, pour la phase d'atterrissage, les voyants ne se sont pas allumés. On n'a pas eu le choix que de tenter un atterrissage forcé avec le train rentré. En fait, c'est un exercice qui met en réel. Donc, on a fait jouer toute la chaîne. Je reviendrai dessus si vous le souhaitez. Toute la chaîne des gens qui sont concernés par un accident, par un crash sur l'aéroport. La chaîne de secours, c'est les services, les SLIA, les services de l'aéroport qui interviennent en premier. Et puis ensuite, on met en place l'ensemble de la chaîne de secours, les pompiers, le SAMU,
les forces de police et de gendarmerie qui interviennent, la gendarmerie parce que c'est la BGTA qui organise l'ensemble des secours pour premièrement aller s'occuper des personnes qui sont blessées, évidemment, pour les traiter dans l'urgence. Et puis ensuite, après, on met aussi en place à la fois la chaîne de soutien des passagers qui ne sont pas blessés et qui ont besoin d'être soutenus psychologiquement. J'y revenais ici, il y a un hall qui a été organisé pour ça. On met aussi en place l'accueil des familles qui viendraient ici, évidemment, parce qu'ils viennent attendre des proches qui sont attendus à l'aéroport. Et donc, il faut qu'on puisse, premièrement, les informer, deuxièmement, les rassurer, troisièmement, s'occuper d'elles si jamais il y a des gens qui sont blessés, voire pire, parmi les passagers. Derrière chaque accident collectif, il y a forcément une scène judiciaire et il y a une enquête judiciaire qui se met en place parce qu'effectivement, il est systématiquement nécessaire de déterminer les causes de l'accident, les éventuelles responsabilités. Et donc, effectivement, à ce titre, il est très, très important que le procureur de la République local, territorialement compétent, là où a lieu l'accident, soit immédiatement informé, puisse se déployer avec ses collègues sur la scène, tant pour assister les opérations les premières opérations, les premières investigations, c'est-à-dire immédiatement sur place. Et puis ensuite, le rôle du procureur, c'est aussi, en contact direct avec le préfet, d'établir une liste de victimes. Le procureur il est compétent à ce titre-là pour déterminer le nombre de victimes, l'identité des victimes, faire une liste unique de victimes. C'est très très important qu'on soit en mesure de la faire le plus rapidement possible. Alors, l'exercice n'est pas encore entièrement terminé, il y a encore des opérations qui sont en cours et bien évidemment, il est prévu un débriefing à chaud, donc juste après l'exercice, et dans quelques semaines, un débriefing à froid, parce que bien évidemment, pour tous les corps qui sont impliqués dans cet exercice, il faudra profiter justement de remettre à jour nos procédures, de les compléter, de les ajuster, de les améliorer, parce que c'est ça l'objectif justement de ce genre d'opération. Voilà, et donc il y a encore des opérations en cours, mes équipes sont engagées, il y a de gros moyens, comme l'a précisé M. le Préfet, qui sont engagés sur l'aéroport, et ce qui est important, c'est de le faire plus régulièrement qu'on le faisait jusqu'à présent, de façon à se préparer le jour J, malheureusement, qui peut arriver, et pour qu'on soit opérationnel et qu'on remplisse notre première mission qui est de sauver des vies. Parlons des syndicats maintenant qui se préparent pour la journée internationale des travailleurs le 1er mai prochain. L'occasion de dresser le bilan des luttes menées et en cours, comme la bataille pour la réintégration des personnels soignants, notamment du CHU, mais pour toute la Guadeloupe. On fait le point avec Maïté Uberem Toumo, secrétaire générale de l'UGTG. Avant chaque 1er mai, nous avons l'habitude d'organiser une conférence de presse pour informer la presse, mais informer aussi l'ensemble du peuple des combats que nous avons menés et inviter tout le monde à venir marcher avec nous le 1er mai. D'avoir que le 1er mai symbolique, le 1er mai c'est une journée internationale de lutte. Et c'est le combat que travaillait mené qui fait que aujourd'hui nous ni le 1er mai, qui fait que aujourd'hui la situation à travailler améliorée. Donc faut nous continuer jour-là ça, mettre devant le combat que nous avons mené et inviter l'ensemble à travailler, mais aussi le peuple là, parce que nous avons bien constaté qu'il n'y a pas rien qui les travailleurs qui prend gaz, mais c'est aussi le peuple Guadeloupe. Là, nous avons regardé la situation à pays en nous avons constaté effectivement que le pays là on bouleverse tout bonnement. Donc c'est important que jour-là ça, que nous debout dans la rue là, pour dire que nous ne sommes pas d'accord. Pour dire que nous ne sommes pas d'accord avec les politiques qu'il y a mettre en place. En disant pays en nous qui a contribué à remettre en cause chaque fois, chaque année, droit à travailler, droit à peuple, mais aussi à détruire, continuer à détruire pays en nous. Au lieu que la situation là améliorée, nous avons constaté que la situation là a continué de dégrader et ça à tous les niveaux. Au niveau de la santé, au niveau de l'école, au niveau à l'environnement, au niveau politique, situation là a continué de dégrader et ça c'est pas normal. Et nous avons bien vu, là, que quel que soit le gouvernement là, de gauche ou de droite, rien pas qu'à changer, rien pas qu'à améliorer. Ça veut dire que c'est rien qui combat que nous avons mené ensemble, capacité en nous de mettre nous ensemble, et de goumer qui fait que le pays en nous qui changer, nous qui améliorer les conditions de vie et nous qui améliorer les conditions à travailler et nous qui fait en sorte que le pays en nous sortit dans vieux souliers là ça. Et notez que les créateurs antillais, justement, organisent un show mode en soutien au personnel soignant suspendu. Ça se passera au BIC de la Résistance, qui est dans le parking du CHU de Pointe-à-Pitre, ce samedi, à compter de 16h.
Parlons maintenant de Canal+ Télécom qui a mis en place un data center dernier cri de type Tier 3. Cet équipement permet de stocker de très gros volumes de données informatiques. Le niveau Tier 3 lui correspond à la capacité du data center à assurer la maintenance de son installation sans interrompre le fonctionnement du système informatique. Les clients doivent en fait avoir accès à leurs données à n'importe quel moment avec une marge d'erreur et des interruptions limitées à un peu plus d'1h30 pour toute l'année. Le reportage. On est très fiers d'avoir réalisé cet investissement qui vient naturellement, comme on l'a dit, compléter notre offre aux entreprises et aux collectivités. Ce data center donc, a été conçu pour pouvoir assurer, je dirais, la continuité des services, la continuité, la confidentialité dans le traitement des données qui peuvent y être stockées. Donc aujourd'hui, ce à quoi on a fait face en construisant ce data center, c'était de pouvoir faire face effectivement aux enjeux anticycloniques ou cycloniques tout simplement de nos environnements, comment on appelle de distribution d'électricité, d'anti-incendie, enfin voilà. Donc on a mis tout un dispositif qui permet aujourd'hui de rassurer nos clients de la fiabilité de notre data center. Donc ça va permettre aux entreprises de pouvoir stocker, organiser et traiter en toute sécurité leurs données qui seront donc mis ici dans les serveurs qui seront logés dans notre data center, qui est donc par ailleurs du niveau Tier 3. Qui est très exigeant effectivement en termes de comme je l'ai dit, de système d'information, de système anti-incendie, de refroidissement, de disponibilité des données, de sécurisation d'accès même au bâtiment. Voilà, donc on a tout mis pour donner le meilleur à nos clients et partenaires de la Guadeloupe et des territoires ultramarins de manière générale. Nous sommes dans une situation où nos existences sont devenues digitales. Tout ce que l'on fait au quotidien, que ce soit nos loisirs, notre activité professionnelle, nos études ou même nos courses, aujourd'hui se passent probablement toujours par un média digital. Et donc la donnée est devenue en fait une ressource importante. Dans certains cas, elle devient aussi une ressource confidentielle puisque nos données de santé sont des données qui circulent. Elles sont d'abord produites chez des professionnels de santé, mais à un moment donné, elles sont stockées où elles circulent. Donc le data center en fait est un outil qui est au milieu de cette chaîne de transport. Des fois, le data center sert à stocker, des fois, elle sert à traiter, d'autres fois, elle sert à véhiculer. Et donc, ce data center en Guadeloupe permet au département, voire à la région au sens Caraïbes, de bénéficier d'un outil sur lequel on peut avoir un certain nombre de certitudes, à savoir des certitudes sur la sécurité, la pérennité et la confidentialité des données qui y sont stockées. Ce bâtiment permet d'héberger des serveurs de systèmes d'information ou même des serveurs d'infrastructures télécom, donc pour tout type d'entreprise et pour toute taille d'entreprise aussi, j'ai envie de dire. Donc c'est pas réservé qu'aux grosses entreprises, mais toutes les entreprises qui veulent effectivement externaliser et sécuriser la sauvegarde de leurs données peuvent avoir accès à ce data center. L'homme est fascinant avec sa capacité d'anéantir l'environnement pour ensuite devoir le restaurer et éviter des catastrophes. À Jarry, l'urbanisation a entraîné un recul considérable de la mangrove, ce qui devrait nous coûter cher en cas d'intempérie. Une bêtise que le Conservatoire du littoral et d'autres acteurs tentent de rectifier avec le projet J'arrive. Plus de précisions dans le reportage. Le projet J'arrive, c'est un projet multipartenarial qui a été initié en 2016 initialement par le Conservatoire du littoral et il vise à préserver et restaurer la forêt marécageuse et la mangrove de Jarry. Donc c'est un milieu naturel qui se trouve au sein de la zone économique de Jarry et qui apporte beaucoup de plus-value environnementale. C'est à la fois un réservoir de biodiversité, mais c'est aussi et surtout un milieu qui va protéger l'homme et les constructions humaines périphériques des inondations par exemple. Et donc le projet J'arrive, il vise à permettre à cette forêt de reprendre un maximum d'espace par rapport à sa surface initiale qui avait été réduite parce qu'elle a été grignotée par l'urbanisation et ainsi permettre le retour de ses fonctions essentielles aux structures humaines qui sont autour et en même temps de permettre de retrouver la fonction d'accueil de la biodiversité. Le sujet de l'environnement a toujours été très prégnant. Donc aujourd'hui, le territoire de Jarry,
qui est un territoire bémaocien, n'est pas exclu de la démarche de la ville. Et nous avons la chance d'avoir le partenariat du Conservatoire du littoral, comme cela a été dit, l'expertise de ce partenaire qui nous permet d'être présents et d'accompagner quand c'est nécessaire, d'intervenir quand c'est le cas, parce que plus tard, il est prévu dans la suite de ces opérations qu'on puisse créer à Jarry des espaces de respiration, des sentiers de promenade. Et là, la ville intervient. Ça passe par de nombreux partenariats, alors à la fois avec des établissements publics, avec qui on va être en partenariat pour bénéficier de leur expertise, mais aussi et surtout en partenariat avec les entreprises qui sont en périphérie de la forêt et qui sont installés en fait sur des terrains qui appartiennent au Conservatoire du littoral, donc qui sont des terrains de domaine public. Ces entreprises, on les rencontre, on échange avec elles et on leur demande en fait de retirer leur occupation du domaine public pour pouvoir, donc comme on en a un exemple ici avec ce qui a été fait chez Kama, pour pouvoir restaurer un maximum de forêts marécageuses. Ici, c'est une zone, un terrain qui était complètement rempli de matériaux de construction. Vous aviez des préfabriqués. Toute une partie de la surface ici avait été remblayée avec du tuf. Donc en fait, dans le cadre de la convention qui nous lie au conservatoire, il a été prévu, comme vous le voyez maintenant, de retirer tout le tuf. Donc l'ensemble du tuf qui était sur le site a été enlevé, les matériaux aussi, les préfabriqués. Et on avait comme consigne de rétablir la perméabilité du sol. Le fait qui est le plus visible, le plus marquant, c'est la mangrove que vous avez ici. C'est plus de 3000 m² de mangroves qui ont été restitués et où on voit que la faune et la flore ont vraiment repris leurs droits. En face, pareil, on avait un îlot, un espace de végétation où vous aviez des déchets qui étaient déposés. C'était vraiment pas beau et ça a été réaménagé et c'est très joli maintenant sur le site, quoi. Oui, on aime quand même bien malmener cette planète et notez que la 6e limite planétaire a été dépassée après l'érosion de la biodiversité, la perturbation du cycle du phosphore et de l'azote ou encore le changement climatique. Eh bien, c'est au tour de l'eau douce de venir à manquer. Une catastrophe qui risque de passer inaperçue comme d'habitude. On parle très peu du fait que 20% des sols sont dégradés dans le monde, que des espèces de grenouilles s'éteignent parce que nous les rendons faibles ou bien que les températures en Arctique et en Antarctique excèdent les valeurs moyennes de 30 degrés. On parle quand même de 30 degrés au-dessus de la normale, ce qui n'est pas du tout normal. Et selon l'ONU, effectivement, eh bien, l'humanité s'engage dans une spirale d'autodestruction. Et on part maintenant pour la présentation au drapeau des nouvelles recrues du régiment du service adapté de Guadeloupe. Ce centre vise non pas à former des soldats, mais à acquérir des valeurs comme le savoir-être. Leur devise y rentrer, c'est s'en sortir. Le reportage de Stanley Manicor. C'est un deuxième choix de vie, une deuxième chance. Je voulais rendre fiers mes parents, je voulais me rendre fière, je voulais évoluer. C'est vrai qu'on n'a pas toujours l'occasion d'évoluer tout seul et le RSMA nous donne l'occasion d'évoluer. On est suivi et c'est ce qui m'a plu tout de suite. Ils font le bon choix aujourd'hui, c'est un choix courageux et c'est un choix qui illustre la devise du SMA de Guadeloupe, y rentrer, c'est s'en sortir. C'est une seconde chance et aussi une première chance. Et en fait, au SMA, vous avez des profils vraiment très différents. Vous avez, comme je disais, des jeunes diplômés qui sont en première expérience, voire en formation professionnelle, qui viennent aussi travailler en fait sur ce qu'on appelle, nous, le savoir-être. C'est-à-dire le développement de la personne. Le mois était dur du sens où quand on vient ici, on ne s'attend peut-être pas forcément à ce qui se passe, mais c'était pas déplaisant du tout. On a passé un bon moment. Ils nous ont beaucoup soutenus. Le sport, avec la cohésion d'équipe, tout s'est super bien passé. On a connu de nouvelles personnes, on a appris de nouvelles choses et on ne va pas cesser d'apprendre. J'ai acquis beaucoup d'expérience avec mes supérieurs. J'ai aussi atteint certaines limites, ce qui m'a beaucoup aidé. J'ai acquis du savoir-faire, savoir-être, ce qui a été un plus pour moi. Les habitudes de vie, donc ça c'est quelque chose, quand on rentre chez les parents, ça change toujours, ça fait plaisir. Et puis la manière de penser aussi. Avant, j'étais plus quelqu'un, les problèmes, bon. Et puis maintenant qu'on est au RSMA, on se vide un peu la tête, on essaie de penser à nous, à notre famille, à notre futur et c'est le plus important.
Et avec le service militaire adapté, vous savez, il y a tout un panel de formation qui est présenté, qui est proposé aux jeunes, bien sûr, que ce soit la cuisine, que ce soit des métiers du BTP, que ce soit des métiers en lien, bien sûr, avec la sécurité. Et donc, ces jeunes aujourd'hui vont avoir cette chance, cette opportunité de se former, d'autant plus qu'avec le service militaire adapté, nous avions une convention que nous allons bientôt renouveler et donc continuer ce partenariat. Le tourisme, ça m'a toujours plu et l'hôtellerie en particulier. Et quand j'ai vu qu'ils faisaient une formation par rapport à ça, je me suis dit c'est ma chance. J'ai tenté ma chance et j'ai été jusqu'au bout de ce mois des familles. Ils ont vraiment un bel avenir devant eux. Et d'ailleurs aussi, j'invite tous les habitants de Guadeloupe à venir les 14 et 15 mai. Nous organisons des grandes journées portes ouvertes le samedi 14 et le dimanche 15 mai pour les jeunes qui se posent des questions, pour les familles et pour les anciens qui sont passés par ce camp. Et afin d'aider au développement du cyclisme chez les scolaires, l'entreprise HD Vélo s'associe à l'UFOLEP. Un beau partenariat immortalisé ce jour par Maxime Morel. Félicitations encore au gérant qui a un très grand cœur, il faut le dire. Regardez. C'est important pour nous de se connecter avec un acteur important du territoire, un acteur qui veut monter en compétences, qui veut faire monter la discipline cyclo. Donc oui, c'est important pour nous que l'UFOLEP, une entité aussi importante sur le territoire au niveau du cyclisme, puisse s'associer à un grand magasin comme HD Vélo. C'est déjà grand pour nous aujourd'hui de signer aujourd'hui avec l'UFOLEP parce que l'UFOLEP aujourd'hui fait partie du cyclisme. Alors pour nous, c'est très important de signer avec eux parce que ça nous permet aujourd'hui que le cyclisme, par tout ce qui s'est passé dernièrement, le Covid et tout, de reprendre l'activité vélo. Et le plus important pour nous, ça va être là. C'est promotionner l'activité, bien sûr, l'UFOLEP, et qu'en fait, que ça fonctionne très très bien. Ça va nous permettre en fait de développer aujourd'hui le cyclisme aujourd'hui au niveau de l'UFOLEP, apporter aujourd'hui des nouveaux projets avec l'UFOLEP, surtout au niveau du VTT, parce que c'est vrai que cette discipline n'avait pas été développée avant. Et bien sûr, promouvoir, comme je vous ai dit tout à l'heure, le cyclisme en général et que l'activité reprenne surtout. La convention va apporter surtout plus de visibilité pour les pratiquants, pour le grand public, aussi en termes de sécurité. Grâce à HD Vélo, on pourra avoir des arches, notamment à l'arrivée, pouvoir avoir des voitures ouvreuses, des voitures balais, pour pouvoir aussi équiper les commissaires. Les commissaires, ce sont ceux qui cadrent la course cycliste, pouvoir les équiper de façon matérielle, de façon intéressante grâce à HD Vélo. Donc, promouvoir la sécurité pour les activités cyclistes et donner une meilleure visibilité à l'activité cycliste à l'UFOLEP. Et après le cyclisme, on va rester dans les deux roues, mais cette fois-ci les deux roues motorisées. Et pour parler effectivement de la Motomania qui arrive très prochainement, je reçois Alex Vindex, président de la Moto Team Racing 2V. Il est en compagnie de son vice-président Jimmy Valogne. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Bonsoir Rod, bonsoir Canadis et bonsoir au peuple guadeloupéen qui regarde Canadis à cette heure. Merci. Alors avant d'en venir à la Deux Roues Mania, qui se déroulera très prochainement, vous allez nous en parler plus amplement. J'aimerais qu'on fasse quand même un petit point pour les deux roues guadeloupéens. Je recevais dernièrement un fanat de moto qui nous disait que les conditions déjà sur la route, pour vous, s'améliorent en Guadeloupe. On fait déjà plus attention à vous. Vous confirmez ou pas ? On confirme parce qu'il y a quand même une pédagogie, il y a quand même... on parle beaucoup de motos, on parle beaucoup d'accidentologie, donc il fait que maintenant, les automobilistes commencent à faire un peu plus attention à nous. Voilà. En effet, le comportement en est pour beaucoup. C'est-à-dire que pour justement être vu et se faire voir, il faut aussi communiquer. Et il faut aussi pour le conducteur qu'il soit présent dans son véhicule. Mais si vous n'êtes pas présent dans votre véhicule, peu importe la catégorie, eh bien, vous ne faites pas attention à celui qui est devant, derrière ou qui vient à côté. Donc rester très concentré, opérer ses contrôles régulièrement. Voilà. Mais aussi, est-ce que ce n'est pas aussi un peu le rôle des motards de se faire entendre et de se faire signaler aussi sur la route? Alors oui, c'est vrai qu'un motard apprend à se faire voir, à se faire entendre. Le problème, c'est qu'on a des automobilistes assez souvent qui sont absents au volant. Ce qui fait que, de par leur absence, soit ils ne voient pas que le motard communique, ou soit ils voient trop tard, donc ils ont la mauvaise réaction. Et donc, ce qui fait que ça crée une incompréhension entre les deux, et on dit souvent, les motards, ils ne sont pas bons, ils sont ceci, ils sont cela.
Donc c'est souvent le comportement, l'incivilité, le manque d'attention sur la route, parce que l'automobiliste n'est pas présent dans ce qu'il fait, donc il ne sait pas, il ne voit pas, puisque un motard peut communiquer avec son signal sonore, peut communiquer aussi avec ses bombissements de moteur, voilà, les feux, assez léger, appel de phare, son clignotant. Les pieds, c'est pour remercier à l'automobiliste d'avoir accordé l'attention. Il y a aussi le fait que, et c'est dommage que beaucoup d'automobilistes ont perdu l'habitude de serrer la droite. Donc ce qui fait que vous arrivez dans une situation où vous voulez passer sans vous mettre en danger, mais parfois, l'automobiliste, il est dans son monde et puis il vous oublie. Mais certains voudraient limite que vous fassiez un petit peu la queue, que vous évitiez de vous faufiler. Il y a un moment même, la loi voulait effectivement empêcher les déplacements interfiles. Donc est-ce que ça se calme à ce niveau-là? Ça se calme plus ou moins à ce niveau-là, mais comme je vous dis, le fort, c'est la communication et la présence d'esprit. Que vous soyez dans un camion, dans un bus, dans une voiture, sur une mobilette, sur un vélo, il faut être présent et vous dire que vous n'êtes pas tout seul. Vous mettre des gens en sécurité en mettant l'autre en sécurité. Quand nous saurons faire ce travail-là, je pense que les risques d'accident vont un peu baisser. Donc pour vous, ça reste beaucoup une question de comportement, voilà, respect mutuel sur la route, et on arrive à s'entendre. Tout à fait. Alors, le 29 prochain, justement, vous organisez la Motomania. Il y aura un volet, justement, de prévention, parce que c'est très important, aussi sur les équipements de sécurité. Comment va se dérouler cette journée, M. Vindex? Monsieur Harold, je vais faire une petite rectification. C'est le 30. Et 30, pardonnez-moi. Le samedi 30. Donc, nous voulions créer un événement, non spécialement un événement deux roues motorisées. C'est pour cela qu'on a nommé cette manifestation la deux roues mania. Donc, on aura à la fois des invités, des usagers à Solex, des usagers en Grenat, et ce qu'on appelait, avant à l'époque, on appelait ça des grenats blés. Donc, les mobilettes bleues, là, on aura ça. On aura des filles qui sont passionnées de Grenat. Oui. On aura aussi un petit club de vélo Solex. On aura bien sûr les motards. Donc, au centre de cette manifestation... Est-ce qu'il n'y a pas de la discrimination entre les motards? Non, c'est-à-dire... Par rapport au type de... C'est-à-dire, nous, ce qu'on a voulu faire, on parle souvent... C'est-à-dire, un motard, il est monté sur un tricycle et il est certainement monté sur un vélo. Donc, on a voulu associer le monde du deux roues sans discrimination, comme vous dites, Harold. Donc, c'est pour cela. Et on a même créé très récemment un petit club avec des jeunes de 9 ans à 15 ans qui s'appelle la Bike Life 180, la Bike Life à Sainte-Anne. Donc c'est vous? C'est nous, c'est tout à fait nous. Okay. Nous avons des projets pour les jeunes et notamment ce projet va s'asseoir avec la complicité de la municipalité de Sainte-Anne, que je vais profiter d'ailleurs pour remercier, compte tenu que toute l'équipe municipale, le maire, ses adjoints, ont œuvré pour qu'on puisse avoir cet espace qui sera sur le parking du stade de Valette. Bon, pour revenir à ce que vous m'avez demandé tout à l'heure, donc le déroulé de la manifestation, on va se délocaliser. Vers 9h30, on aura une parade, ce qu'on appelle une parade, avec les Solex, tous les invités à deux roues, et on va faire un parcours sur les axes principales de la ville de Sainte-Anne, accompagné avec notre service de sécurité et aussi avec la police municipale. Donc, on va faire cette parade. Donc, le départ sera vers 9h, 9h30. Et nous avons aussi invité des intervenants, des opérants, qui sont des éducateurs professionnels. Notamment, je vais nommer Prestige Conduite, où on va avoir des échanges sécuritaires, où on va savoir comment passer le permis, etc., etc. Et on aura aussi un éducateur chevronné, qui est diplômé, et où on va apprendre, comme on l'a déjà fait, à faire les premiers pas à moto. Il viendra avec des motos, et notamment le moto-école aussi, ils viendront avec des motos, où on pourra initier certaines personnes à faire de la moto. Donc, en gros, cette manifestation, mais le cœur de cette manifestation, comme disait mon binôme tout à l'heure, c'est la sécurité, développer la sécurité, la pédagogie. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.
Retrouvez la chaîne Outre-mer News sur YouTube.